En russe, chanté par Anna Marly, qui est la première aussi à l'avoir chanté en français. Et vous disiez Romain Bessonnet, elle est russe elle-même. Oui. C'est ça. Oui, oui. Et alors, Romain Bessonnet, vous avez écrit, on vous avait reçu il y a 6 mois, en juin, Poutine par lui-même, vous aviez publié, traduit les discours de Vladimir Poutine de 91 en 2000. Alors, on est 22 ans plus tard, aujourd'hui 30 ans plus tard, pour le début de ces discours. Et est-ce que, ce qu'on peut dire, quel que soit ce qu'on peut penser sur Vladimir Poutine, est-ce que la cohérence était déjà là, par exemple, en ce qui concerne effectivement l'Ukraine, le Donbass, etc. Est-ce qu'il avait déjà une cohérence ou il a changé effectivement d'attitude ? Dès 1991, en fait, alors que l'Union soviétique est en train de s'effondrer, Vladimir Poutine dit déjà à l'époque que les frontières entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine sont des frontières artificielles qui sont le résultat, en fait, de la politique folle des bolcheviks. Voilà, c'est texto ce qu'il a dit il y a 3 jours. Politique folle des bolcheviks oui. Qui avaient eux-mêmes... La politique des nationalités, en fait, comment dire, pensée par Lénine, donc selon laquelle l'empire des tsars était une prison des peuples, et pour libérer ces peuples, eh bien, on va leur donner à chacun donc une république. C'est ça. Et donc, avec des attributs d'État, un parlement, etc. Donc il y a eu arbitrairement des républiques qui ont été créées, etc. Donc vous dites qu'il avait déjà ces idées en tête à l'époque. Oui, il y a 30 bien ans. sûr, bien sûr. C'est clair et net. Alors, pour mettre un peu le contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre une situation et ce qu'on vit aujourd'hui si on ne met pas dans le contexte. Et le contexte, c'est avant les accords de Minsk dont on va parler, Romain Bessonnet, il y a eu ce qui s'est passé en 99 avec la Yougoslavie, aujourd'hui l'ex-Yougoslavie. Et vous me dites vous-même, avant qu'on commence cette émission, que ça a beaucoup marqué les Russes. Pour moi, c'est le péché originel de l'Occident, c'est-à-dire les bombardements contre la Yougoslavie. Alors, sans prévenir les Russes, bien sûr, sans mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, contre un pays souverain... Oui, il n'y avait aucun mandat, il faut le savoir. L'OTAN a attaqué, c'est l'OTAN qui a attaqué, c'est ça. L'OTAN a attaqué sans mandat, avec sa seule bonne conscience occidentale, a redécoupé les frontières donc, de la Serbie, et en plus, suprême injure pour les Russes, on a bombardé un pays orthodoxe lors de la Pâque orthodoxe, avec des photos des soldats américains en écrivant sur leurs bombes « Joyeuse Pâques ». Donc, ce qui a été pris comme un affront, et le fait que la Russie ne puisse pas intervenir pour soutenir la Yougoslavie, parce que la Russie était en pleine crise à l'époque, a été vécu par les Russes comme une humiliation. Ah oui, véritable, fortement. Mais véritable, mais fortement. Enfin, c'était voilà, moi-même des amis qui avaient des opinions plutôt libérales à l'époque, comment dire, étaient scandalisés par la façon dont l'Occident se comportait, et surtout, c'était la preuve pour tout un tas de courants politiques russes que l'OTAN, en fait, on nous l'avait vendu comme une alliance défensive et inoffensive pour la Russie qui avait mis fin au communisme. En fait, c'était une alliance offensive qui pouvait bombarder des États souverains à sa guise. Et ça retournait aussi une grande partie de la population russe dans sa vision qu'elle avait de l'extension de l'OTAN à l'Est. Oui, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, mais s'ils font ça de la Yougoslavie, ils peuvent faire ça ailleurs. Voilà. Et chez nous. Et chez nous, c'est ça. Alors, justement, avançons enfin et rappelons ce que sont vraiment les accords de Minsk. C'était il y a 5 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a 5 ans. En 2015. 2015, exactement. Et donc, en quoi ça consistait et en quoi est-ce qu'ils ont été appliqués, non appliqués ? On en parle beaucoup aujourd'hui. Alors, rafraîchissez-nous la mémoire, Romain Bessonnet. Les accords de Minsk, en fait, c'est un accord qui s'appelle donc, dont le nom officiel, ce sont l'ensemble cohérent de mesures pour mettre fin au conflit intérieur en Ukraine. Ouais. Et cet accord, en fait, il a 13 points. Les points 1 à 3 sont les mesures dites de sécurité, c'est-à-dire le cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes, etc., de part et d'autre de la ligne de front. L'article 3 prévoit la supervision par l'OSCE de l'accord, et puis tous les autres articles, donc 4 à 12, ce sont la partie dite politique de l'accord, c'est-à-dire quelles sont les conditions mises par les insurgés, enfin sur lesquelles les insurgés et l'Ukraine se sont mis d'accord pour une réintégration de ces territoires dans l'ensemble ukrainien. Donc les insurgés russophones, Donbass et compagnie, et puis les Ukrainiens. Et les Ukrainiens s'étaient mis d'accord pour qu'il y ait un statut spécial
pour ces régions. Et la partie cessez-le-feu, et il y avait aussi l'échange des prisonniers. La partie cessez-le-feu, échange des prisonniers a été mise en œuvre cas un cas, mais à chaque fois qu'on commençait à parler à chaque fois que les insurgés voulaient parler de la partie politique de l'accord, c'est-à-dire le statut d'autonomie, la modification constitutionnelle. Parce que le statut d'autonomie du Donbass et des deux zones était compris dans les accords de Minsk. Était compris dans l'accord, bien sûr. De façon très claire très claire. En fait, sur la base d'une loi ukrainienne qui avait été prise au printemps 2014 pour arrêter en fait l'insurrection qui était en cours. Et dedans, par exemple, vous aviez le fait qu'il y ait une police autonome, qu'il y ait que le Donbass ait sa propre politique éducative, culturelle, linguistique. D'accord. Et ça n'a pas été appliqué, ça. Et cette loi n'a jamais été appliquée. Les accords de Minsk prévoyaient son application, prévoyaient des élections et prévoyaient que ce statut soit mis de façon permanente dans la constitution ukrainienne. Et dès qu'on commençait à Minsk, le groupe de contact, comme on l'appelait, commençait à discuter de cette partie politique, bizarrement, il y avait un bombardement ukrainien sur une ville dans le Donbass, les insurgés répliquaient, et les Ukrainiens se retiraient de la table des négociations en disant que le cessez-le-feu était violé. Systématiquement. C'était systématique. Et c'est allé jusqu'au point où et ensuite, on a eu carrément, quand le président Zelensky est arrivé au pouvoir, lui, il a dit « je les appliquerai pas ». Ah oui, d'accord. Et ses ministres l'ont dit, ils ont dit il n'y aura jamais de modification de la Constitution, il n'y aura jamais de statut d'autonomie et il n'y aura jamais de statut linguistique spécial, on y appliquera la loi linguistique ukrainienne qui, depuis 2017, est une loi particulièrement draconienne, étant donné qu'elle impose, par exemple, à tous les magasins de parler ukrainien. Alors qu'ils parlaient tous russes. Alors que vous avez des régions russophones en Ukraine, et dans le Donbass, 95% de la population a le russe comme première langue maternelle. Donc vous pensez bien que à ce régime-là, ça ne facilitait pas la façon pour négocier, dirons-nous. Alors, juste un mot, là aussi, c'est flou. Est-ce que les accords de Minsk, qu'est-ce qu'ils prévoyaient par rapport à l'Ukraine, son entrée éventuelle dans l'OTAN ou pas? Est-ce que ça a été discuté, ça, ou pas du tout? Non, ça n'a pas été discuté. D'ailleurs, les Russes ont voulu le discuter et les Européens ont dit ça, on n'en discutera pas. Pareil, le statut de la Crimée, les Européens voulaient en discuter, les Russes ont dit on met ça hors de la négociation. Oui, chacun préservait son... Chacun avait ses lignes, je dirais, ses lignes rouges. Ce qui est important, c'est que dans ce processus de Minsk, donc les Européens disent systématiquement, et Emmanuel Macron a encore dit il y a 3 jours que l'accord de Minsk prévoyait donc le maintien de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et le maintien de ces régions dans l'Ukraine, mais ce maintien, il était avec des conditions. Et prenons par exemple le point 8 de l'accord, je crois, qui prévoyait le rétablissement des relations économiques, sociales et financières entre l'Ukraine et les régions insurgées. Eh bien, lorsque les accords de Minsk sont pris, il y a encore des relations économiques entre les deux ensemble. Et en 2017, en mars 2017, l'Ukraine prend unilatéralement un décret de blocus économique et financier des régions insurgées. Donc le Donbass, notamment. Et les gouvernements français et allemands garants de l'accord ne disent rien. C'est-à-dire que les Russes disent, regardez, c'est une violation claire de l'accord. Jean-Marc Ayrault, à l'époque ministre des Affaires étrangères français, dit oui. Et puis, rien. On ne fait pas de pression sur Kiev. Ça passe crème, comme on dit. Et ça, en fait, ça a fait dire aux Russes que les Occidentaux, en fait, ne sont pas des garants fiables pour cet accord-là et qu'on n'a pas honoré notre signature. Donc, 1999, Yougoslavie, 2015, Minsk, là, et ça crée déjà, et ça continue et ça perdure. Mais alors, du coup, quand même, est-ce que c'est une justification, est-ce que c'est normal, quand même, que Poutine applique la diplomatie de la canonnière, ça y est, il envoie ses troupes bombarder, en tout cas, il bombarde plusieurs... est-ce que vraiment, c'était le moment, ou c'est pas une question de moment, mais enfin, est-ce que ça ne pouvait pas être gradationnel, il fallait utiliser pour lui la violence? Parce que Poutine, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, à un moment donné, tranche et il dit, bon, il n'y a pas d'autre solution, donc on y va? Après, quand on est dans une situation où pendant 8 ans on se fait balader par les gouvernements ukrainiens successifs, que en plus on se retrouve dans une situation où en Ukraine on prend des mesures complètement liberticides contre la population et les partis russophones,
Je pense notamment, vous savez, vous avez 4 chaînes